Bonjour, mon nom est Normand Bianchi. Je vais vous expliquer les origines de la banque de connaissances qui est située sur le site novabec.com. Je dois vous dire d'abord que j'ai plus de 30 ans d'enseignement dans le milieu collégial et que tout le long de ma carrière, je me suis particulièrement intéressé aux TIC, c'est-à-dire aux technologies d'information et des communications en éducation. Alors voici comment est née la banque de connaissances, comment l'idée a germé, et surtout comment elle a été configurée au fil des années. Pour tracer les origines de la banque de connaissances, il faut remonter aussi loin que 1985 avec l'apparition au Québec du micro-ordinateur. C'était un instrument de travail très rudimentaire avec une capacité de mémoire, capacité de stockage très limitée. Mais on y trouvait des logiciels de traitement de texte, feuilles de calcul, bases de données, logiciels de dessin. Alors, ça permettait aux profs de réaliser des instruments d'apprentissage, des documents d'apprentissage beaucoup plus intéressants. À cette époque-là, le micro-ordinateur débutait, alors il n'était pas très répandu, surtout chez les étudiants. Mais aujourd'hui, bon, le micro-ordinateur est utilisé un peu partout, du primaire jusqu'à l'université. Mais c'était loin, ça a pris quand même quelques années avant d'arriver là. Arrive en 1992 Internet. Mais c'était pas du tout ce qu'on connaît aujourd'hui. C'était simplement un réseau de fichiers. Alors les gens pouvaient avoir accès à différents fichiers situés un peu partout à travers le monde, dans des bibliothèques par exemple, ou sur différents sites plus ou moins éducatifs. Donc pour le prof, une source d'information très intéressante, mais pas encore très utilisée par les étudiants. Ce qui a vraiment lancé l'utilisation d'Internet par les étudiants, c'est l'arrivée vers 1994 du World Wide Web, c'est-à-dire de la toile, où l'on trouvait des pages vraiment multimédia avec le son, la vidéo, l'image, le texte, la couleur. Alors des pages beaucoup plus intéressantes que les simples fichiers texte qu'on avait auparavant. Alors donc, on réalisait ces pages à l'aide du langage HTML qui permettait aussi de créer des hyperliens, c'est-à-dire des liens entre chacune des pages. Donc on pouvait se promener d'une page à l'autre en suivant certains liens logiques. Encore là, une source d'information intéressante pour l'enseignant et pour l'étudiant. À ça s'ajoutaient des instruments de communication comme le courrier électronique, Hotmail par exemple. Alors à partir de là, je commençais à avoir des contacts avec les étudiants en dehors des heures de cours. C'est-à-dire que l'étudiant m'envoyait des questions, je lui répondais par le retour du courrier électronique. Il pouvait m'envoyer ses travaux, je lui retournais corriger. Donc, un contact permanent ou presque en dehors des heures de cours, en dehors de la classe. La même chose se produisait avec le forum de discussion qui était public, qui permettait à l'ensemble des étudiants d'avoir accès aux questions posées par un ou quelques-uns de leurs collègues. C'était un peu l'équivalent de la période de questions au début de la classe ou d'un séminaire sur un sujet, un thème propre à la matière. Bien sûr, la participation au début n'était pas encore très importante, mais bon, c'était un début. Il y avait aussi le clavardage qui permettait de résoudre en direct, de façon spontanée, un problème particulier autour d'un travail, autour d'un exercice. Alors on peut dire que vers 1995, j'utilisais déjà un enseignement qu'on disait mixte. Pourquoi mixte? Parce qu'il y avait deux aspects, un aspect présentiel et à distance. Le présentiel se faisait en classe de façon plus ou moins traditionnelle avec l'exposé, les questions, les travaux. Mais on peut dire qu'à partir de ce moment-là, la partie pratico-pratique, c'est-à-dire les exercices, les travaux en classe, prenait de plus en plus d'importance. Pourquoi? Parce que tout le travail d'appropriation de la matière, ou en tout cas une bonne partie du travail, avait été réalisé par l'étudiant à distance sur Internet. Alors, il pouvait, à la maison, à la bibliothèque, ou partout où il pouvait trouver un accès à Internet, avoir accès à des documents d'apprentissage préparés par l'enseignant. Alors, il pouvait mieux se préparer pour les travaux en classe.
C'était une façon de responsabiliser l'étudiant. Aujourd'hui, on parle d'enseignement ou de pédagogie inversée. C'est, dans le fond, une responsabilisation plus grande de l'étudiant par rapport à son apprentissage. Et vers 1997, on parlait d'éthique, c'est-à-dire des technologies d'information et des communications en éducation. Et déjà à ce moment-là, il y avait une certaine résistance. En fait, certains croyaient que ça allait nuire à la relation prof-étudiant. Pourtant, ce n'est pas du tout ce qui s'est produit dans mon cas. Pourquoi? Peut-être à cause de la nouveauté, mais j'ai la conviction que l'étudiant, il voyait quand même son intérêt. Il s'apercevait que, en préparant les cours, la partie présentielle en classe, c'était un peu plus efficace, plus rapide. Alors, c'était une façon pour lui de mieux comprendre, mieux apprendre. Alors, je pense que l'étudiant déjà s'en rendait compte. Vers 98, j'ai découvert Ganesha. Ganesha, c'était et c'est toujours une interface d'apprentissage réalisée en France, auquel j'ai collaboré d'ailleurs, et qui me permettait de centraliser toutes les pages web que je préparais pour mes étudiants, toutes les pages d'apprentissage. Je pouvais les centraliser à l'intérieur d'un même cadre, de façon privée, de façon à les réserver à ce groupe-là. Mais en fait, Ganesha, c'était beaucoup plus que ça. Alors, voyons un peu ce qu'on pouvait y retrouver. Alors, pour commencer, on peut dire que c'est un logiciel open source, c'est-à-dire dont la programmation était ouverte. Donc, on pouvait aller faire les modifications qu'on voulait à l'intérieur du programme, ce qui était quand même pas mal intéressant. Aussi, ça me permettait d'avoir un contact avec l'étudiant hors classe, hein? C'est-à-dire que l'étudiant trouvait l'ensemble des documents utiles, l'ensemble des informations utiles pour le cours à l'intérieur de ce cadre-là. C'était aussi un outil de communication formidable, c'est-à-dire qu'il y avait beaucoup de possibilités. Par exemple, il y avait le simple courrier réservé à notre groupe, à chacun des groupes en fait, chacun des groupes classes, avec la possibilité d'envoyer des fichiers attachés, c'est-à-dire des travaux et toute autre forme de documents. Il y avait aussi un forum de discussion privé pour la classe. Il y avait un chat ou un clavardage en ligne. Puis il y avait aussi une banque de documents numérisés, c'est-à-dire que je pouvais, au lieu de distribuer des polycopiés, par exemple, dire aux étudiants, allez chercher tel document à l'intérieur de Ganesha et vous pouvez vous l'imprimer, puis l'apporter ou l'utiliser pour un travail. Mais pour sa partie éducative, là, c'était essentiellement des fiches d'apprentissage. C'est-à-dire qu'il y avait un cadre à l'intérieur duquel je pouvais mettre des fiches d'apprentissage. On pourrait dire de type PowerPoint, multimédia déjà, c'est-à-dire que je pouvais mettre de l'image, de la couleur, de la vidéo, bien que la vidéo, dans mon cas, était très minime. En fait, il n'y en avait pratiquement pas souvent parce que, j'avais pas les moyens ni le temps de me lancer dans cette production-là. Puis il y avait un menu où l'étudiant avançait pas à pas. Hein? C'est-à-dire que thème par thème, fiche par fiche, selon les besoins, selon les chapitres où on était rendu dans le cours. Alors, l'étudiant avançait petit à petit vers l'ensemble de la matière. À ça s'ajoutaient aussi des tests objectifs, autocorrecteurs, des exercices, des choses comme ça. Puis, il y avait aussi des statistiques, par exemple, que je pouvais recueillir sur chacun des étudiants, savoir qu'est-ce qu'il avait fait, à quel document il avait accédé, quel était son pointage lors des tests objectifs, ce genre de choses-là. Alors, vous voyez, donc, c'était quand même, ça allait beaucoup plus loin que le simple interface d'apprentissage, avec les possibilités de communication. Puis, tout en utilisant interface, j'utilisais aussi des manuels scolaires. Et dans ces manuels scolaires, on utilisait la formule des mots-clés. Hein? Au début de chacun des chapitres ou au début du livre, on avait
les mots-clés, c'est-à-dire le vocabulaire essentiel à la matière étudiée, la matière en question. Petit à petit, moi, je me suis mis à publier des listes de mots-clés, mais elles devenaient de plus en plus élargies, c'est-à-dire que c'était pas simplement quelques mots de vocabulaire, c'est devenu des expressions, même des phrases entières, où là, on parlait des notions à comprendre. Voici ce que tu dois savoir, voici ce que tu dois comprendre dans le cours. Bien sûr, là-dedans, il y avait aussi le vocabulaire utile, mais c'était un peu plus large que ça. Ça allait davantage vers des objectifs pédagogiques, on peut dire, mais de façon plus concise, plus précise. Et à force d'utiliser des listes comme ça de notions à comprendre, à apprendre, ben, je me suis aperçu qu'il y avait des liens entre les connaissances en question, entre les notions. Je me suis aperçu qu'on pouvait les classer par type. Alors, par exemple, il y avait des notions, mais il y avait aussi du savoir-faire. Il y avait des modèles, il y avait des sources d'informations, il y avait des informations. Encore. Donc, vous pouvez, si vous voulez avoir plus de détails là-dessus, aller voir la capsule vidéo que j'ai préparée justement sur la classification des connaissances utilisées dans la banque de connaissances. Alors, c'était le début de ma banque de connaissances, c'est-à-dire que de plus en plus, je me suis aperçu que, à force de préparer plusieurs cours, ben, l'ensemble des connaissances de tous ces cours pouvait donner une espèce de banque de connaissances utile pour soit les gens qui suivaient les cours ou pour d'autres qui voulaient aller chercher des choses qu'ils avaient vues précédemment dans d'autres cours. Alors, j'ai commencé à utiliser une espèce de banque de connaissances sur fiche qui était plus dans Ganesha, mais qui était indépendante, où l'étudiant pouvait retrouver différentes notions au besoin. Alors, la banque de connaissances, finalement, c'était essentiellement un compte-rendu de différents documents. À cette époque-là, ces documents-là étaient à 100% des manuels de cours, hein, les manuels que j'utilisais dans mes cours, que je recommandais à l'étudiant. Alors, l'étudiant pouvait trouver une espèce de résumé, un compte-rendu assez détaillé, des connaissances, des notions qu'il pouvait comprendre, auxquelles il pouvait accéder en lisant le livre. Alors, souvent, la lecture était quand même obligatoire, mais bon, l'étudiant qui voulait aller plus vite pouvait, dans bien des cas, se contenter de la banque de connaissances. Petit à petit aussi, de nouveaux logiciels sont apparus qui ont permis d'améliorer la présentation de la banque de connaissances comme telle, c'est-à-dire des fiches qui étaient utilisées. Alors, les fiches sont devenues des multifiches, c'est-à-dire que la fiche se séparait en plusieurs fiches selon les détails que je voulais donner autour d'une connaissance. Les fiches étaient interreliées entre elles à l'aide de liens, alors ça permettait de se promener d'une connaissance à l'autre à l'intérieur d'un même document ou même de sauter vers un autre document. Et c'était des fiches multimédia avec la couleur, le son, la vidéo, bien que la vidéo, dans mon cas, comme je vous disais, était encore assez rudimentaire, mais j'essayais toujours de présenter des images, des choses qui amélioraient la présentation de la fiche en question. Bien sûr, quelqu'un de plus compétent que moi dans ce domaine aurait pu beaucoup faire mieux, mais c'était un début. Pour terminer, je vous invite à poursuivre votre tour de la banque de connaissances sur le site novabec.com en allant voir les capsules vidéo qui se trouvent sur la page d'accueil. Si vous voulez voir la banque de connaissances de l'intérieur, ben, entrez-y, allez sur la page d'accueil de novabec.com et cliquez sur Index, puis sur le document intitulé La banque de connaissances, et vous allez trouver toutes les connaissances, toutes les informations, toutes les notions reliées à la banque de connaissances elle-même. Bien sûr, d'autres documents sont à venir. Si vous voulez communiquer avec moi, vous avez tout ce qu'il faut aussi sur la page d'accueil.